bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous d'information. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actu de ce vendredi 27 septembre. La deuxième ligne de tramway sur les rails. Pourtant, certaines composantes du projet ne font pas l'unanimité. Explication dans un instant. La réforme des rythmes scolaires est en place depuis quelques semaines. Nous irons découvrir quelques-unes des activités proposées aux enfants des écoles de Saint-Barthélemy d'Anjou. Enfin, nous reviendrons sur les 10 ans de la maison départementale des sports au Pont de C avec notre invité Jean-François Frémont. Mais avant de développer ces titres, vous le savez sans doute, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était de passage jeudi soir à Angers à l'occasion de la clôture des journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts. L'occasion pour Fabrice Gadon et Thierry Lardeux de l'interroger sur les élections municipales à Angers, avec une gauche qui partira sans doute divisée. Lui prône avant tout le rassemblement. Écoutez-le. Moi j'ai toute confiance. Jean-Claude Antonini qui a su passer le relais et aujourd'hui c'est une garantie pour les Angevins. Une division à gauche là qui s'opère. Il faut se rassembler. On ne peut pas réussir sans rassemblement. Et moi j'ai toujours prôné le rassemblement et en même temps il faut donner la place aux nouvelles générations. Et quand vous regardez ce qui se passe dans l'Ouest, à Angers, c'est déjà le cas, à Nantes, ça sera le cas, à Rennes, ça sera le cas, et dans des villes moyennes, à la région des Pays de Loire, où Jacques Auxiette pense renouvellement générationnel. Je crois que c'est très important que les Angevins sachent qu'ils ont un maire qui est déjà en responsabilité, mais qui représente la nouvelle génération. Vous avez appelé Jean-Luc Rottureau ? Je l'ai appelé, mais justement, je lui ai dit non pas qu'il n'avait pas sa place, mais qu'il ne pouvait l'avoir que dans un rassemblement. Parce que ce qui est important, c'est ce qui a été entrepris à Angers depuis des années, qui doit se poursuivre. C'est l'intérêt des Angevins. Je n'aimerais pas que par les erreurs, on fasse un retour en arrière. Et Angers est une ville qui compte aujourd'hui. Vous savez, en France, en Europe, il y a une belle image. Mais ce n'est pas une image c'est aussi une qualité de vie. C'est une ville dynamique avec son art de vivre, et son art de vivre, sa qualité de vie, mais aussi son vivre ensemble. Et Angers a sa place dans le pays. Donc il ne faut pas perdre ça. C'est un acquis, il faut le conserver. Ce sera sans doute l'une des thématiques qui fera débat lors des prochaines élections municipales à Angers. La deuxième ligne du tramway, son tracé et surtout son financement sont loin de faire l'unanimité au sein de l'agglomération. Angers Télé vous dresse le bilan des points de crispation. 358 millions d'euros, c'est le coût estimé de la deuxième ligne de tramway qui devrait relier Beaucouzé au parc des expositions. Une somme qui fait grincer des dents les conseillers de la minorité à l'agglomération. Pour faire baisser le montant de cette facture, Laurent Géraud propose de ne réaliser pour l'instant qu'une partie du tronçon de cette deuxième ligne et de faire participer un peu plus la ville d'Angers à son financement. Le projet coûtera 270 millions d'emprunts à l'agglomération. C'est-à-dire que la dette va passer à 600 millions au total. Et on nous annonce dans ce dossier que le seul moyen de le financer, c'est d'augmenter les impôts de 10 points. Donc on considère, nous, élus de l'agglomération centriste, qu'il n'est pas possible d'augmenter la pression fiscale sur les Angevins à ce niveau-là, puisqu'elle est déjà très élevée, 20% supérieure à la moyenne nationale. Donc notre proposition, c'est de jouer sur la complémentarité de la ville et de l'agglo pour porter une partie de cette seconde ligne, une première tranche, qui irait de Bourg-Foch jusqu'au parc des expositions en passant par le quartier de Croix-Banché, Montplaisir et jusqu'à Saint-Sylvain, l'exposition. Du côté de la majorité, même si le dossier de réalisation de cette deuxième ligne a été déposé au service de l'État, on affirme que rien n'est figé. Des modifications seraient encore possibles, mais pour obtenir 36 millions d'euros de subvention de l'État, il fallait fournir un dossier complet avant le 15 septembre. Il y a encore des questions qui sont en suspens. Il y en a une qui est importante, c'est où on traverse la Maine. Est-ce qu'il faut ou pas un nouveau pont? Et ça change, tous les Angevins le comprendront bien, lourdement le coût du projet. Donc en fonction de ces éléments-là, il faudra décider, et ce sera dans à peu près un an, un peu plus d'un an, il faudra décider comment on organise cette ligne, jusqu'où elle va. Aujourd'hui, on a un axe nord-sud avec la ligne A. Il nous faut un axe est-ouest pour avoir un réseau complet de tramway. Ensuite, les phases de travaux, ce sont des choses qui sont possibles, tout est envisageable, mais il faut surtout aujourd'hui voir l'impact pour les habitants. C'est le service qu'on doit leur rendre qui est le plus important. Et aujourd'hui, le dossier il est présenté complet auprès des services de l'État. Le lancement des travaux est fixé pour la fin de l'année 2016. Ce sera donc aux nouveaux élus de trancher, notamment sur ces questions de tracé.
On part à présent du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou. Là-bas, les 4 écoles publiques et privées ont toutes adopté la réforme des rythmes scolaires, un cas unique dans le département. Durant toute l'année, chaque enfant aura ainsi la possibilité de découvrir 4 nouvelles activités sportives, culturelles ou scientifiques. Ce jeudi après-midi, Thierry Lardeux est allé promener sa caméra à l'école publique de la Jodette pour voir comment se déroulaient ces animations. Le jeudi après-midi, les cartables font relâche à l'école de la Jodette, pendant que leurs petits propriétaires s'en vont faire de la musique ou du cheval et beaucoup d'autres activités périscolaires. Des activités à la fois d'art plastique, de la culture, de la musique, du sport, beaucoup de sport effectivement. Et nous nous sommes appuyés sur les associations locales essentiellement et sur des animateurs qui étaient titulaires et d'autres que nous avons recrutés sur la commune, pour beaucoup qui sont des éducateurs de nos associations locales. Chaque école a 3 jours où les enfants terminent à 15h40 et une journée où ils finissent à 14h30, de façon à avoir 2h30 d'activité périscolaire, puisque l'objectif était aussi de pouvoir prendre son temps, ne pas courir et éventuellement pouvoir faire quelques petits déplacements. Et les matinées donc ont été rallongées conformément au principe de la réforme, puisque c'est des temps plus propices aux apprentissages fondamentaux. Un changement de rythme que les enfants de Saint-Barthélemy d'Anjou viennent tout juste d'appréhender, les activités périscolaires n'ayant véritablement débuté que depuis seulement 2 semaines. C'est un petit peu dur parce que le mercredi, on a école et après, c'est le centre. Alors, on a des activités à faire et autrement, on finit tôt maintenant pour faire les activités. Moi, ça m'amène qu'on apprend de nouvelles choses qu'on ne savait pas avant, qu'on peut se défouler à sa façon. C'est pour ça que j'ai choisi cette activité. J'ai vraiment besoin de me défouler. Quand elle est contente, comment elle fait? Vous avez vu? C'est bien, elle a montré qu'elle était contente. Oui, pour l'instant, ils s'épanouissent. C'est nouveau pour eux en maternelle d'avoir des activités, donc c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément et qu'ils réclament. Pour assurer la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, ce sont 15 animateurs diplômés supplémentaires qui viennent d'être engagés par la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou. On ouvre une page sport et en ce vendredi, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des rencontres qui vont se jouer ce week-end. En football, d'abord, je vous le rappelle, le SCO reçoit Tours ce vendredi soir, un duel entre le premier et le 3e de la Ligue 2. En handball, pour la 3e journée de D2, le club d'Angers-Noyant s'en va défier Besançon ce vendredi soir. Les Angevins sont 10e, les Bisontins 4e. En hockey sur glace, les Ducs d'Angers vont évoluer ce samedi soir sur la patinoire des Dauphins d'Épinal. Un 3e match pour le compte de la Ligue Magnus. Avec 2 victoires au compteur, les hockeyeurs angevins sont en tête du classement. Les adversaires du week-end, eux, sont 12e puisqu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Enfin, l'heure de la reprise a sonné pour les basketteurs de l'ABC. Les joueurs de Vincent Lavandier reçoivent Tarbes samedi soir à la salle Jean-Bouin pour la première journée de National 1. Début du match à 20h. Le nouveau centre de formation du SCO est en train de prendre forme au niveau de la Plaine des Sports. À terme, le club de football angevin devrait s'étendre sur plus de 5 hectares le long de la promenade de la Baumette et devrait regrouper en un même lieu le siège administratif, le centre d'entraînement, le centre de formation et le centre d'hébergement des jeunes joueurs. Le point sur les travaux à 4 mois de leur achèvement avec l'architecte en charge du projet, Bruno Huette. C'est un acte fondateur qui doit permettre de requalifier ce site en entrée de ville digne de ce nom et qui soit aussi un univers dédié au SCO symbolique d'un projet futur et d'une ambition. L'ambition, c'était de faire un vrai lieu de vie où tous se retrouvent, toutes les générations se retrouvent avec des frottements de générations comme pour générer des envies chez les jeunes de devenir pro et d'avoir de l'ambition. Ça, c'était un premier projet. Et après, effectivement, c'est un outil qui doit permettre de répondre encore une fois à cette ambition d'une montée qu'on a voulu également évoquer avec l'architecture de ce bâtiment, qui se veut à la fois simple, puissante et en même temps douce dans l'écriture architecturale. Et puisqu'on parle foot, sachez que Saïd Chaban, le président du club d'Angers SCO, vient d'être élu au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Il succède notamment à Henri Legarda, président du Mans FC. Une belle reconnaissance de la part des membres de l'Assemblée générale de la LFP.
La maison départementale des sports des Ponts-de-Cé fêtait ce jeudi soir ses 10 ans. Pour l'occasion, de nombreux clubs sportifs professionnels du Maine-et-Loire ont remis un exemplaire de leur maillot à la structure. Pour comprendre à quoi sert cette maison des sports, nous recevons à présent Jean-François Frémont, président du GDOS 49. Bonjour. Bonsoir. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer quel est le point commun entre le comité départemental olympique et sportif que vous présidez et la maison des sports? Alors le point commun entre les deux structures, c'est-à-dire que le Conseil général a construit cette maison des sports il y a 10 ans, donc il en est le propriétaire, et il l'a mis à disposition du mouvement sportif en général, toutes fédérations confondues, pour héberger entre autres les comités départementaux qui régissent le sport sur le département. Donc il nous a confié à nous, comité départemental olympique et sportif, comme nous sommes les représentants un petit peu de l'ensemble de ces fédérations, de gérer cette maison des sports. Donc charge à nous de la faire tourner en tant que locataire. Oui. Bon, et nous sommes en relation permanente avec le Conseil général, entre une relation propriétaire-locataire, pour faire au niveau des travaux et pour tout ce qui est de gestion courante d'une maison normale. Concrètement, à quoi sert cette maison départementale des sports? Quelles sont ses missions? Alors, cette maison départementale des sports a surtout vocation à fédérer l'ensemble du mouvement sportif. Parce que c'est vrai que le mouvement sportif est chacun, moi je qualifie toujours tout ça, dans un tuyau. Oui. C'est-à-dire vous avez les fédérations de basket, le football, le handball, le tennis, l'athlétisme. Et donc, ces gens-là, entre guillemets, chacun travaille dans son domaine et se rencontre souvent peu. Donc cette maison des sports, en accueillant les comités départementaux qui régissent le sport sur le Maine-et-Loire, permet cette rencontre entre interfédérations, je dirais. Combien de clubs de sport justement sont hébergés au sein de cette maison? Ce ne sont pas des clubs, ce sont des comités départementaux. Il y en a 27, 24 maintenant, parce qu'il y en a qui sont partis. Mais il y a 24 comités départementaux qui sont hébergés dans 37 bureaux. Parce qu'il y a des gros comités départementaux qui ont besoin de plusieurs bureaux pour fonctionner. L'idée, c'est aussi de fédérer les moyens? C'est de fédérer les moyens. On leur met à disposition aussi des moyens matériels, tout bêtement les photocopieuses, l'informatique, qui permet que tout le monde soit au même niveau d'équipement, quelle que soit la taille qu'ils représentent, parce qu'il y a des comités qui vont représenter 1000 adhérents. Oui. Par contre, il y a des comités qui vont représenter 7 voire 8000 adhérents. Alors donc, tout le monde a les mêmes outils pour travailler. Et il y a aussi une force qui est très importante, c'est que maintenant le sport s'est professionnalisé. Donc beaucoup de comités départementaux ont des employés, des administratifs, même des techniciens. Et ces gens-là travaillent dans un même lieu et se rencontrent souvent et travaillent des fois, parfois ensemble d'une manière très forte. Ah oui. Dans ces lieux, il y a également un centre de ressources. À quoi sert-il? Le centre de ressources, ça c'est une émanation des États généraux du sport de 2004. C'était Jean-François Lamour à l'époque qui était ministre. Et il avait été dit qu'à la suite de ces états généraux, il y aurait la création d'un CRIB, d'un centre de ressources d'information du bénévole dans chaque département. Donc ça s'est fait dans le Maine-et-Loire. Et ça sert à quoi? Et dans 2004, ça existe et ça sert justement à aider les bénévoles et même les particuliers, ou le joueur, l'entraîneur, etc. C'est ouvert à tous. Pas forcément sportif, d'ailleurs on essaye d'aller, et ça l'aide dans le domaine juridique, associatif, qui dit maintenant emploie dans le sport convention collective. Donc les éducateurs sont régis par une convention collective, donc qui bouge sans cesse. Donc c'est toujours d'être informé et de pouvoir renseigner efficacement les demandeurs. C'est surtout ça, parce que ça, comme tout, ça bouge, et il faut être toujours parfaitement au courant pour faire fonctionner nos institutions. Très bien. Jean-François Frémont, merci.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur l'actualité de l'agglomération angevine. Très bon week-end à vous.